Quand tu ressors de ça, tu as beaucoup de gens qui disent c'est le top 3 de mes expériences humaines sur cette terre. Je n'ai jamais dit à un athlète comme toi. Là, doucement sur les pensées, doucement sur les chevilles. Jamais. Dans le sport, il y a des règles, elles sont établies. Tant que tu les respectes, tu peux te sentir le meilleur du monde. Très bien. On a fini de visiter le lieu. Waouh, j'ai pas de mots en fait. Je sais pas quoi dire. Et le lieu est incroyable. C'est un lieu pas en France, mais en France. Mais attends, c'est quoi ce t-shirt de fou là? Je suis en train de réaliser. C'est le t-shirt d'une artiste. Qu'est-ce qui est écrit? Gyal Go Gay. Exactement. Ok, yes, super. Bah écoute, Zora, désolé, c'est notre manière à nous de me mettre à l'aise. Bah oui, justement, que ce soit nous qui soyons mal à l'aise. Ça marche. Ouais, bah oui, effectivement. Qui es-tu finalement, Zora, en fait, parce que qui es-tu? Bah écoute, qui je suis? Je suis préparatrice mentale pour athlètes, sportifs. Je m'occupe notamment du centre de formation Paris Basketball, donc pour les U18 et les espoirs. Okay. On est en espoir, hein, au cas où les gens se posent la question. On est dans le cursus espoir. On est dans un cadre professionnel. Que ça. Et à côté de ça, j'accompagne aussi des athlètes à l'INSEP notamment, basketteurs à NCA aussi, footballeurs, boxeurs et MMA également. Et ça m'arrive aussi d'accompagner des entreprises pour les aider en fait à traverser des étapes de transition, des changements de poste, avec aussi pression, performance, parce qu'en fait, il se passe exactement la même chose dans l'univers sportif que dans l'univers de l'entreprise quand on parle de performance. Et en fait, je me suis rendu compte avant de partir vraiment sur ce métier-là, en étant formée pendant quasiment 1 an, etc. Je me suis rendu compte que je faisais ça un peu toute ma vie. D'accompagner les autres un peu, alors sans la méthode, sans les protocoles, sans la professionnalisation. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui ne me prenait aucune énergie. Et en général, quand j'accompagne quelqu'un, je repars avec une énergie folle. Pas forcément parce que t'as révolutionné quelque chose, mais parce que tu sais que t'es à ta place et que c'est là que tu dois être et que c'est là que tu sers le mieux les autres. Et là, c'est notre tour de passer à la trappe. Donc, on commence avec toi, Ben. C'est pas vrai, j'essaie juste de m'enfuir en fait. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes tout à toi. Peut-être qu'on peut se poser la question de, pour vous aujourd'hui, comment vous voyez la préparation mentale, déjà dans un premier temps, et puis moi je peux essayer de vous compléter un peu ce que vous pensez de la préparation mentale. C'est quoi votre aperçu là-dessus? Comment vous le voyez? Ça sert à quoi? Pour moi, la préparation mentale, c'est se préparer aux échecs, se préparer aux différents obstacles que tu vas pouvoir rencontrer, ce genre de choses. Mais en même temps, je me suis toujours dit, mais à quoi ça ressemble un exercice de préparation mentale? Parce que c'est sûr que les professionnels, les athlètes et tout, tu te prépares. On te prépare à différentes problématiques. Mais c'est quoi les exercices? On aura la même réponse. On est la même extension. Oui, je vois. J'ai cru comprendre. Ces êtres sous noir ou blanc, je sais pas, je suis l'autre version. Alors, vraiment, la base, la racine de la préparation mentale, c'est d'apporter un accompagnement qui te permet de te connaître parfaitement. Alors, quand on dit se connaître, on se dit souvent, mais attends, moi je me connais, je sais que j'aime la glace à la vanille, je sais que je préfère la montagne que la plage. C'est pas ça, se connaître. Se connaître, ça c'est les goûts et les couleurs. Se connaître, c'est se connaître à un tel point que tu sais quand quelque chose se passe en toi, que tu arrives à le détecter et que tu arrives à le gérer. De la meilleure des façons pour que ça t'apporte la meilleure des choses, le meilleur des résultats. Et en performance, tu as besoin de te connaître parfaitement. Quand tu as le stress qui arrive, on parlera du stress à un moment donné, je pense qu'on y reviendra parce que c'est une grosse notion qui joue un rôle dans la vie de beaucoup de monde, si c'est pas tout le monde. Tout le monde. Mais effectivement, quand le stress arrive, si toi tu te connais tellement bien que tu arrives à détecter les signes et bien si tu as les clés derrière parce que tu es accompagné en préparation mentale pour le gérer, le réguler, et bien tout de suite ça se passe beaucoup mieux au niveau de ta performance et au niveau de ce que tu as envie d'atteindre comme objectif, etc. La première question en vrai que moi je me pose, c'est je suis chez moi, je sais pas, je me dis ok je veux aller en pro, je m'entraîne tous les jours, je suis déterminé, je vais faire des détections, je vais faire des trucs, mais à un moment je sais pas, je bute et je comprends pas et je sens que je vais pas y arriver, comment me préparer physiquement, enfin ni même mentalement. Comment en fait je peux avoir les clés tout seul, si c'est possible, même en vrai déjà de les avoir tout seul, de me dire ok comment je fais? Seul, c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est toujours possible. On ne peut pas dire que personne n'y arrive pas, personne ne peut y arriver par soi-même. Ce serait quand même faux de dire ça. En fait, il y a un truc qui se passe avec le cerveau, qui est commun à tout le monde, c'est que ton cerveau te conditionne à te protéger, à être en survie en permanence. Il te conditionne à ne pas te faire mal, à ne surtout pas prendre de risques.
Donc ça, c'est notre héritage à tous, on l'a tous ce truc-là. La préparation mentale va t'aider à hacker ce programme-là. Au lieu de tout le temps rester dans le zéro risque, j'ai peur qu'il m'arrive ceci, j'ai peur que ça se passe mal, tu vas travailler sur ta confiance en toi, d'aller dans une zone que tu ne connais pas, de sortir de ta zone de confort. Ça, c'est des piliers mentaux. Il y en a plein d'autres. La motivation, si tu ne connais pas ta motivation profonde et pourquoi tu fais les choses, le sens, ce qui t'apporte réellement du plaisir et du bonheur, ça va être très difficile pour toi de monter en pro finalement. On voit beaucoup de la discipline c'est mieux que la motivation. Ouais. Toi t'en penses quoi toi en vrai? Alors, le cerveau adore les habitudes, Ouais. donc la discipline c'est très bien. Ça rend les choses plus faciles. La motivation, c'est ton feu intérieur. Donc il y a quand même la notion de plaisir et de bonheur qu'il faut entretenir. Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. Il faut entretenir sa motivation profonde, sachant qu'il y a deux types de motivation en général. Si on simplifie, même si je déteste simplifier, mais il faut simplifier quand même pour amener déjà les premières clés. Tu as la motivation qui fait que c'est le plaisir que les choses te procurent quand tu les fais. Et tu as la motivation qui est extrinsèque, on l'appelle, qui est en fait liée à l'extérieur. Le regard des autres, les likes sur les réseaux, la coupe, la NBA ring, tu vois, le fait que tu as quelque chose d'extérieur à aller chercher. L'argent fait partie des motivations extrinsèques. Le problème, c'est que ça agit comme un shot. Le jour où tu as tous les likes, que tu as 1 million, 2 millions de followers, qu'est-ce qui te reste comme motivation ? On en revient au fait que ta motivation intrinsèque, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va te faire durer. Et quand il y aura des jours avec et des jours sans, tu reviendras toujours à ta motivation plaisir, bonheur, le kiff de faire quelque chose. Ça me régale parce que je suis en train de comprendre des trucs en vrai où j'aurais jamais vu comme ça me régale en fait là. Et donc la discipline, elle est plus facile à mettre en place aussi si tu entretiens ta motivation profonde, évidemment. Alors oui, le matin, se lever à 7h, 6h du matin pour aller faire ton run ou que sais-je, la discipline que tu t'infliges, on va dire. Mais si elle est animée par une motivation profonde, un feu intérieur, tout de suite, il y a un équilibre psychique qui se fait. Mentalement, tu te sens mieux, tu es plus en phase avec ça. Alors que si tu n'as pas la motivation et que tu te butes à faire quelque chose, à un moment donné, tu vas t'épuiser quand même. Même si c'est bien d'avoir de la discipline, je dis pas le contraire. Mais il faut faire attention. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux, c'est quand même bien. D'ailleurs, par exemple, parce que tu accompagnes aussi des Américains ? Oui, pas du tout oui, qui jouent en université américaine. Là-bas, ça ne porte même pas de nom, c'est normal. C'est normal, en fait. C'est impressionnant, on ne dit pas, il y a un préparateur. C'est du coaching. Ok. Et ça rentre comme du coaching physique en fait. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du cursus du coaching habituel. Absolument. Pour les amateurs et les pros c'est normal. Oh, mais même très jeune, même en université, parce que là, ils rigolent pas. Le basket, c'est super important. Dès l'université, nous, on n'a pas cette approche-là. On n'a pas ce lien-là au sport. On aimerait d'ailleurs. Mais là-bas, en fait, tout est très professionnalisé très tôt, finalement. Et donc, tu te retrouves avec des jeunes qui jouent 17, 18, 19, 20 ans, qui sont déjà à fond là-dedans. Est-ce que ça arrive d'avoir un peu des chocs de culture, de lui qui t'apprend un truc ou toi qui lui dis un truc et il est en mode mais ça, je suis déjà calibré dessus, genre? Non, j'ai jamais eu ce genre de rapport et tout, mais ou en tout cas de remarques, non, pas vraiment. Enfin, ça fonctionne, il n'y a pas de choc de culture. Après, peut-être que ça vient aussi du fait que moi, j'ai pas toujours vécu en France aussi. J'ai vécu 8 ans en Asie. T'étais où? En Chine, à Shanghai. Oh là là, j'ai tellement envie de... C'est comment la Chine? Pardon, on désaxe un peu, mais... Il y a une Chine avant et après le Covid. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une époque, moi, quand j'y étais, c'était presque le New York de l'Asie pour moi, Shanghai. Ça va très vite, c'est très ouvert, c'est très international aussi, parce qu'en fait, surtout Shanghai, je parle pas du reste de la Chine, mais moi, Shanghai, pour moi, c'était un lieu où en fait, j'ai rencontré un nombre de nationalités différentes incroyables, des chemins, des parcours. Donc si tu veux aussi, ça m'a mis aussi dans une vibe aussi d'un point de vue mental, ou tu vois, ou intelligence émotionnelle peut-être, si on peut dire comme ça, une ouverture d'esprit. Parce que santé mentale, du coup, ça fait genre t'es malade et il faut que tu t'ailles te soigner, genre est-ce que c'est... Ouais, moi j'ai pour habitude de dire hygiène mentale. Ok, c'est plus beau. C'est mieux, ça fait beaucoup plus quelque chose d'entretien que santé mentale, genre t'as un problème, faut que ça aille... Santé mentale, t'as pensé à ta santé mentale? Ça fait c'est un problème, alors que là, hygiène mentale... Tout à fait, hygiène mentale, c'est une hygiène à avoir tous les jours.
c'est se poser avec soi, que ce soit par la méditation, la visualisation. Alors, ça peut paraître gadget, tous ces concepts de méditation, visualisation. Quand on est accompagné, on comprend très vite que ce sont des mécanismes qui sont très simples à mettre en place. Il y a différents degrés de difficulté, et tout ça, ça participe à l'hygiène mentale. Moi, je fais un check mental le matin. Le check mental le matin, donc moi j'ai mon petit rituel, j'ai mon café, c'est propre à chacun. On n'est pas obligé de le faire exactement comme ce que je suis en train de décrire. Ouais. Mais moi, j'ai une addiction pour le café, je suis fan du café, j'adore le café. Ça me ramène à des souvenirs d'enfance qui sont hyper réconfortants pour moi. C'est un moment pour moi. Et quand j'ai mon café avec ma tasse chaude entre les mains, je vais fermer les yeux et je vais me poser la question suivante. Là, ce matin, comment tu te sens? En gros, dès le matin, tu prends les rênes de ta journée, mentalement. Tu reconnais comment tu te sens et tu essaies de mettre en place une journée qui va être adaptée à ton niveau d'énergie. Et tu subis beaucoup moins. Et ça, c'est le check mental. On rentre presque dans un autre exercice qui s'appelle un exercice, c'est un concept qui est le cercle des contrôles. Okay. C'est assez connu, mais il est hyper intéressant des fois pour lâcher prise. Ok. C'est le moment où on fait. Là, c'est pour lui, le lâcher prise. Ça m'intéresse. Le lâcher prise est tellement pour moi. Ok, mais on va le faire en live en fait. L'idée, c'est que vous ayez assez de place pour écrire, si besoin, dans le petit cercle, dans le moyen cercle et dans le grand cercle. Donc, t'as un cercle au centre, t'as un cercle, voilà, et t'en as un encore plus grand autour. Voilà. Okay. Le cercle des contrôles, du contrôle en tout cas. Super grand, tout ça. Oui, mais lui, il pourra écrire des choses. Ah merde. Tu parles mal. Maintenant, regarde comment on fait. Le cercle qui est tout au centre, c'est ce que tu contrôles. Le cercle qui est autour, je fais l'impasse pour l'instant, je vais vous parler du cercle qui est le plus grand. Ce cercle-là, c'est ce que tu ne contrôles pas. Et il faut l'accepter parfois. Ouais. À votre avis, le cercle qui est intermédiaire, qu'est-ce que ça peut être? Moi, je dirais. Contrôle pas. Parce que tu ne contrôles pas, mais tu peux faire quelque chose pour y remédier potentiellement. Donc c'est bien, mais le mot, c'est influence. C'est ça? Ouais. Ce deuxième cercle-là, intermédiaire, t'es fort de fou, c'est le cercle d'influence. Je fais des révisions, on va dire. Mais il est un peu tendancieux celui-là. Il faut arriver à bien le manager. Donc, ce que je dis quand j'accompagne quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, par exemple, cet outil est hyper important parce que tu prends conscience de beaucoup de choses quand tu fais cet exercice. Alors, au départ, moi, je vais éviter de parler du cercle d'influence parce que c'est un peu flou. C'est un peu border, le côté influence. Tu voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc, je vais plutôt scinder en je contrôle pas, pour simplifier les choses au départ. Néanmoins, ce cercle d'influence, il existe. À votre avis, qu'est-ce que vous contrôlez, par exemple? Mon humeur... Point. Mais mon humeur, mes actions, ce que je vais dire. Ouais. Pas mes émotions, je pense, parce que pour le coup, c'est un truc qui vient, tu contrôles pas. On en parlera dans un second temps. Tu peux peut-être faire des choses du coup pour contrôler tes émotions ou les canaliser, on va dire. Qu'est-ce que tu contrôles d'autre? C'est toi, en vrai, tes actions et ce que tu dis, quoi. Alors, ce que tu contrôles, c'est ce que tu dis, tes actions, ton comportement, ton attitude. Personne ne peut te l'enlever. Tout ce qui est dans ce cercle-là, c'est ce que personne ne peut t'enlever. Et ça ne peut venir que de toi. Ensuite, ce que tu ne contrôles pas, c'est quoi? Pareil, mais des autres. Mais des autres, du coup, ouais. Tu contrôles pas les autres. Tu contrôles pas leur attitude. Tu contrôles pas ce qu'ils vont dire. Tu contrôles pas ce qu'ils vont faire. Tu contrôles pas ce qu'ils pensent de toi. Celui-là, il est dur aujourd'hui. Comme un mec comme moi sur les réseaux, ouais. Ouais. Et les réseaux, ça a vraiment renforcé ce truc-là. Et ensuite, ce que tu influences, c'est effectivement, tu souhaiterais qu'une situation soit différente et tu peux éventuellement parler à quelqu'un qui a de l'influence, tu peux éventuellement envoyer un message pour influencer la situation finale. Par contre, ce cercle-là, quand on l'utilise, il faut y aller en se disant « j'essaie d'influencer, mais je ne suis pas sûre du résultat ». Si tu l'abordes pas de cette façon-là, frustration, énervement, émotions qui vont pas aller dans le bon sens. Et finalement, le cercle d'influence, il est super vrai dans le sport parce que tu vas tenter un tir, tu vas tenter une passe, tu vas tenter un mouvement, peu importe, en foot, voilà, ou que sais-je, dans tous les sports. Est-ce que tu peux être sûr que le résultat va être là? Ouais. Et comment tu bloques pas du coup sur si ça se passe mal, comment tu bloques pas dessus, et si ça se passe bien, comment tu t'enchaînes sur ça. Donc la clé, c'est toujours de s'attacher à la tâche et pas à la performance résultat.
Ce qui est hyper contre-intuitif quand tu dis ça à un sportif, parce qu'il te dit non, mais attends, si je vise pas mon objectif et mon résultat, comment tu veux que ça arrive ? Ouais. C'est parce que tu te figes trop sur le résultat et la performance que tu ne livres pas le plein potentiel sur le terrain. Si tu t'appliques à faire la chose de la bonne façon, il y a de grandes chances quand même que ça performe et qu'il y ait du résultat derrière. Parce qu'en fait, je vais poser une question. À votre avis, combien de pensées nous traversent l'esprit par jour ? Il y a un chiffre, il y a un nombre. Il y a un nombre. Il y a des études qui ont été faites, oui. Là, comme ça, par jour. Là, comme ça, par jour, ouais. Par jour, je pense, d'avoir. Au hasard, 1000. J'aurais dit plus, moi, genre. Ouais, J'aurais dit plus de 10 000 pensées qui te traversent. Alors, ça varie selon les études. Hey, dites-le dans les commentaires, vous pensez qu'il y en a combien dans les... Je vous ai pas oublié. Eh bien, donc ça dépend d'une étude à une autre, mais en ordre d'idée, on est entre 60 000 et 65 000 pensées par jour. T'avais dit combien déjà ? Je sais plus. J'ai gagné. La majorité sont automatiques, répétitives, et la majorité d'entre elles sont centrées sur des problèmes, voire du négatif. Et donc, ces pensées-là, le problème, c'est que quand on est athlète de haut niveau, c'est pas la partie des pensées qui va nous aider en fait à performer. Et pourquoi ? Parce qu'il y a le concept du triangle de la performance, que j'aimerais bien vous montrer. Donc je vous invite à retourner votre ardoise du coup. Faites un triangle assez grand. Donc ça, c'est le triangle de la performance et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans ces 60 000, 65 000 pensées par jour, elles sont ici. Donc là, on peut dire que ce sommet de triangle, c'est pensée. Vous pouvez l'écrire, la pensée. Dans ces pensées, tu m'en as donné pas mal en exemple. Le truc, c'est que il va en découler des émotions. Donc, quand tu me dis, je pense que je fais pas assez, que j'aurais pu faire ci, que j'aurais pu faire ça, que ça c'était pas assez bien, etc. C'est quoi les quelques émotions derrière que tu ressens tout de suite, selon toi ? Frustration. Frustration. Tristesse, énervement, colère. Frustration et colère. Beaucoup. Émotion ici. Et je veux bien que tu m'écrives frustration, colère. Ben, tu peux prendre ton exemple à toi et qu'est-ce qui découle de ces émotions, à votre avis ? Qu'est-ce qui découle ? Je pense quelque chose de pas cool, je ressens quelque chose de pas cool. Qu'est-ce qui se passe du coup après ? Des réactions pas cool. Comportement pas cool. Comportement pas cool. Du coup, tu vas avoir un comportement qui va être imbibé de frustration, de colère. Ton relationnel, il va pas être toujours tip-top parce qu'en fait, tu te trimbales la frustration et la colère de la pensée première qui dit que t'es pas assez, que tu fais pas assez bien et que c'était pas bien. Du coup, c'est un cercle vicieux. Quand ce triangle part d'une pensée négative, on est dans un triangle qui est anti-performance. Je te prends l'exemple d'un joueur de basket. Il se dit, si je tire mal, le coach va me sortir. Est-ce qu'on connaît un athlète de haut niveau qui joue avec la peur et qui performe? On parle de quelqu'un qui a peur de faire les choses, qui n'ose pas, qui joue peur de limité. tenter un dribble parce que je vais perdre la balle. Ah ouais, peur de non, faire je une pense pas. passe parce On que parle de ça. je vais non, je perdre pense de pas. balle. T'as peur de prendre un tir parce que si je T'as rate, peur de prendre un tir. j'aurai pas la balle la deuxième fois. Ouais. genre. Non, je pense pas. Tu vois, donc à ce niveau-là, autant te dire que la pensée de départ, c'est la racine du mal, quoi. Donc là, vous allez me dire, mais Zora, on fait comment pour passer d'une pensée négative à une pensée positive? C'est là où on arrive à gérer son cerveau. On va faire l'exercice avec Rose. Hein. Allez. Quand tu dis que c'est pas assez et que tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, comment tu pourrais transformer cette pensée en positif? Qu'est-ce que tu pourrais te dire à l'inverse? C'est une dinguerie ce que t'as fait. En temps normal, c'est un truc que t'aurais déjà jamais cru faire et tu l'as fait. Émotion, ça donne quoi quand tu te dis ça? Satisfaction. Comportement. Je suis cool, quoi. T'es cool, quoi. Ouais. Ça peut potentiellement te faire penser à d'autres nouveaux projets, te booster à initier des nouvelles choses, Ouais. te donner de la confiance et en fait être aussi peut-être mieux avec ton relationnel, etc. Admettons, parce que quand t'es frustré, que t'es en colère, en général, c'est pas tip-top. Dans la vie de tous les jours, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si t'es heureux, satisfait, ça va te booster, ça a un impact sur ta motivation, tu te valorises tout seul. Et en fait, tes chakras vont être ouverts pour accueillir d'autres projets et aller encore plus loin que ce que tu as déjà fait. Si tu comprends que c'est au niveau de tes pensées, tu remarques les pensées qui viennent, au lieu de les subir automatiquement, si tu les notifies, tu vas
de plus en plus pouvoir les transformer en pensées positives. Parce que tu en as conscience, en fait. Comment on crée le switch? Comment je le... À part en Oui. C'est une bonne me question. forçant à me dire ok, bah arrête de te dire ça, parce qu'en vrai de vrai, je vais juste me dire, me connaissant, je vais shooter, je vais rater. Et allez, Roselyne, vas-y, va te faire enculer, gros. Et après, je vais me dire, arrête de te dire ça connard. Ah, bah. Alors ton mental, il a besoin de preuves. Tous les mois, je fais une espèce de bilan. Je muscle ma confiance en moi. La confiance en soi, c'est la capacité, hein. C'est croire en ses capacités. Et la fierté, c'est une belle valeur, parce qu'en France, on n'est pas du tout habitué à utiliser le mot fierté comme quelque chose. On ne peut pas passer pour quelqu'un d'arrogant ou ce genre de choses, alors que dans les cultures anglo-saxonnes, c'est magique. Je le vois de malade. Proud, be proud, tu vois, nous le be proud, c'est un peu plus timide, c'est pas trop dans notre culture. Et là, tu fournis des preuves à ton cerveau. Et là, ton cerveau, il traite l'info en disant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et peu à peu, tu peux arriver à muscler ta confiance en toi. Et de façon assez naturelle et mécanique, on l'espère en tout cas, les pensées négatives, elles émergent un peu moins, tu vois, au fil de l'eau. On a aussi Rudy Gobert, Oui, qui pour moi est trop boosté. Et j'ai eu la chance d'être avec lui sur son camp ouais. et d'avoir échangé avec lui. Humainement, c'est trop comment c'est un bon. Genre, ça pourrait être un mec avec qui tu traînes là, il pourrait être assis là avec nous, qui, genre, tu saurais même pas que c'est le meilleur défenseur de la ligue. Donc lui il m'a expliqué qu'il prend énormément de temps pour lui. Il a fait, je sais plus où est-ce que c'était, mais il était parti dans un lieu où il était plongé dans le noir. Vipassana, Je crois que c'est ça, ouais. Il était plongé dans le noir pendant 3 jours, pas de bruit, pas Vipassana, de lumière. c'est Et très gros, puissant. Hein. truc de fou. Il est parti dans une pièce. Ah ouais. Mais oui, Et il me dit qu'en gros, il s'est plongé dans le noir, pas de son, pas de lumière, rien. Pendant 3 jours. Bon, 3 jours, c'est-à-dire tu sais pas quelle heure il est, rien. Genre pendant 3 jours plus tard, c'est quelqu'un qui vient te dire, viens, genre sors. c'est très introspectif. Brutal de fou. Oui, c'est Ah ouais, brutal. du coup, tu te C'est retrouves avec brutal. toi-même et tes pensées, genre. Et Oui. tu sais même pas quelle heure il est, genre c'est... Il y a quelqu'un qui te check quand même une fois dans la journée, un espèce de guide, quelqu'un qui encadre le Vipassana. Ouais. Parce que bon, t'en as peut-être certains qui peuvent avoir des idées noires aussi. Enfin, tu vois, t'es pas à l'abri quand même que ça vienne soulever des dérive. choses Ouais. longtemps cachées sous le tapis pour certaines personnes. Donc c'est très, c'est quand même très puissant hein, mentalement. Il n'y a plus le brouhaha de l'extérieur. Tu ne peux entendre que ton bruit intérieur. Quand tu ressors de ça, tu as beaucoup de gens qui disent c'est le top 3 de mes expériences humaines sur cette terre, d'un point de vue introspection, d'un point de vue compréhension de soi, d'un point de vue connaissance de soi. Comment sur ça on tombe pas dans l'obsession? Dans le... je suis un mec Obsession de ouf, de- je m'en fous, je suis un mec de ouf, je fais ouais, c'est très bien ce que je fais. Il n'y a pas un truc de c'est bien et c'est pas bien quand on est sur le terrain. Ouais. Quand on est sur un terrain, ce qui compte, c'est la performance. Et il y a un cadre, il y a des règles, il y a un arbitrage. Tant que tu respectes tout ça, j'ai envie de te dire, si dans ta tête, t'es le meilleur du monde, mais grand bien te fasse. Ouais. Ouais, mais congrats, je suis contente pour toi. Et c'est sincère. Tu le fais toi? Il n'y a rien de mal à ça, en fait. Hein. Cristiano, je suis meilleur Oui. joueur du monde. Euh, Messi, je suis meilleur joueur du monde. Ouais. Mbappé, je suis le meilleur joueur du monde. C'est leur mantra, c'est comme Ouais, ça. Mbappé, j'ai calé sa célébration, là. J'ai même pas vu ça. Genre. C'est Mbappé qui rentre en toi. Mais, Il n'y a rien je suis de mal. Mbappé. Il n'y a rien de mal à ça. Oui, donc ça affecte que toi Ça et peut ta choquer hein, ce que je viens de performance, dire. hein. et que- Non, ça je sais choquera pas. peut-être Non, d'autres préparateurs mentaux ou d'autres personnes qui entendent ça. Ouais. Mais pour moi, le bien et le mal n'a pas la même. C'est pas la même approche quand on est dans le sport. Dans le Ouais, sport, c'est il y a des règles, elles sont établies. Tant que tu les respectes, tu peux te sentir le meilleur du monde. Et ben tant mieux. Et performe. Et il y a des résultats. Et ben magnifique. On n'aime pas. Hein. Oui, bien sûr. Mais nous, Moi j'aime, en- moi j'aime. Si vous aimez pas, c'est vous et vous, les gars. Mais moi, en C'est tant pas que vous, c'est pas avec préparatrice vous que je parle. mentale, en tant que préparatrice C'est mentale, je énorme. ne juge pas ça. Je n'ai jamais dit à un athlète, Temporise, genre. comme toi. Là, Doucement sur les pensées, doucement du sur tout. les chevilles. Jamais. Si c'est comme ça qu'il se sent bien dans sa pratique et qu'il performe et que ça ne crée pas de dommages collatéraux, cohésion d'équipe, relations conflictuelles avec le coach, etc. Ça, c'est pas du tout bon. Ouais. Pas du tout bon. Moi, je vais aller plutôt intervenir là-dessus et essayer de voir comment il peut mieux gérer ça. Mais sinon, qu'il se sente le meilleur du monde, très bien. J'ai envie de rester là toute l'après-midi, les gars. Waouh, je vais pas partir là en fait. Ouais, bah non, je vais continuer. En fait, si on s'écoute, ça fait déjà 1 heure. Ça fait plus d'une heure, Ouais, même. ça fait Si plus. je m'écoute, en Ça fait, fait 1h30 là qu'on on part pas. Vous dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré et en vrai si ça vous a même apporté quelque chose ou pas. Parce que est-ce qu'il y a des choses que vous savez déjà ou c'est déjà des choses que vous avez... Vous avez quel âge en vrai?
Et si là, est-ce que vous avez... super, allez, tiens, comme ça. Merci Atletica de nous avoir en fait donné accès à la salle VIP, à nous avoir donné en fait accès à la journée. En fait, grand merci à toi Zora. Avec plaisir. C'est la première et pas la dernière fois qu'on se voit. Avec plaisir. Et on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. C'est la première fois que je finis bien une vidéo YouTube. Ouais. Oh là là, les codes rentrent.